Bonsoir et merci d'être venus si nombreux à notre dernière conférence. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Olivier Poncet aussi, parce que qui est professeur à l'École des Chartes. Je vous dirai pourquoi. Non seulement parce que nous sommes toujours heureux d'accueillir des membres, des professeurs et des élèves de l'École des Chartes, mais aussi parce que c'est la première année où le cycle de conférences a été organisé, co-organisé par la BNF, l'INHA et l'École des Chartes. Et naturellement, nous allons continuer également l'année prochaine à organiser ensemble, les trois institutions, ce cycle. Et le sujet de ce soir est particulièrement important pour nous, non seulement parce que nous avons un spécialiste de Mazarin, parce que nous ne sommes pas loin de la maison de Mazarin, il suffit de traverser la rue Vivienne-Yonnier, même si aujourd'hui elle est un chantier qui va vous être livré bientôt, en 2021, si tout va bien, donc au mois de, disons, automne 2021, dans le palais Mazarin, vous aurez le musée de la BNF et aussi un certain nombre de départements vont reprendre leur place dans ce palais, et aussi parce que Olivier Poncet, donc je reviens à lui, qui est professeur à l'École des Chartes et archive-paléographe, ancien élève de l'INP, à l'époque s'appelait École nationale du patrimoine. Après une carrière aux archives, il a décidé de quitter le monde des archives pour le monde de la recherche et de l'enseignement, donc membre de l'École française de Rome, et c'est un grand spécialiste des relations histoire religieuse et histoire culturelle entre la France et l'Italie. Et l'année dernière, en 2018, il a publié un très bel ouvrage intitulé Mazarin l'italien. Je vous le conseille, je l'ai lu, ça se lit comme un roman, donc c'est facile. Et puis c'est intéressant parce que c'est aussi le résultat d'un certain nombre de conférences données à Rome, et c'est intéressant parce qu'il y a la fraîcheur de la conférence et ça se lit vraiment de façon très agréable. Donc Mazarin l'italien, publié l'année dernière et accompagné par Mathieu Lécuyer, qui est le directeur adjoint du département des manuscrits de la BNF, où sont conservés justement les carnets de Mazarin. Mathieu Lécuyer est archiste-paléographe également, a fait des allers-retours entre le département, la province et le département, dont il est directeur adjoint, médiéviste, et il reste médiéviste jusqu'à la fin, parce que même sa thèse qu'il a soutenue en 2012 à Paris 1, porte sur la gestion de la notabilité au sein de la noblesse auvergnate de la première moitié du XIVe siècle. Étude et édition du cartulaire d'Armand de Châteauneuf. Donc je vous passe la parole et je vous dirai quelques mots à propos du cycle de l'année prochaine. Merci beaucoup Gennaro pour cette présentation. Bonsoir à tous. Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir ici au mois de juin dans une maison qui est proche de l'ancienne maison de Mazarin. Nous souhaitons vous parler ce soir de la source que l'on appelle les carnets de Mazarin, mais également de l'imaginaire d'un homme que tout le monde connaît, ou en tout cas croit connaître, et vous me pardonnerez peut-être de vous infliger en ouverture, en prologue de cette soirée, un petit rappel historique, une sorte de notice biographique pour replacer l'homme dont il va être question à plusieurs reprises dans son temps, dans son époque et dans une certaine histoire de France. Mazarin est né en 1602, un 14 juillet, dans une famille de Rome, mais pas à Rome, où il a pourtant été éduqué et formé. Il a d'abord servi le pape, ce qui est assez naturel quand on est à Rome. D'abord comme capitaine dans un régiment, donc c'est d'abord un homme des armes, puis en tant que diplomate dans un contexte assez troublé, où la France et l'Espagne sont les deux principales puissances qui agitent le continent européen. Il a d'abord été proche de l'Espagne, parce que sa famille avait une tradition espagnole, et ensuite il a découvert la France et il a rencontré Richelieu, un coup de foudre, disait-il, qui a changé le cours de sa vie à partir des années 1630. Il a quitté Rome pour ne plus jamais y revenir en 1639, et Louis XIII, le roi de France, l'a fait nommer cardinal en 1641. Une année plus tard, au décès de son mentor Richelieu, il devient le principal ministre de la France. Et après la disparition de Louis XIII, 6 mois plus tard, c'est véritablement une carrière très accélérée, aux côtés de la régente Anne d'Autriche, puis du jeune Louis XIV dont il est le parrain, Mazarin
commence à gouverner la France de 1643 et il va garder cette position jusqu'en 1661. Un long ministériat, 18 ans, presque équivalent à celui de Richelieu, dont on sait qu'il a été particulièrement marqué par ce qu'il est convenu d'appeler la Fronde, entre 1648 et 1652. Les documents dont il sera question ce soir, que nous vous montrerons dans un petit moment, nous avons souhaité ménager un instant de suspense et d'écoute avant d'ouvrir le tombeau de ces cartons. Ces documents nous invitent à mieux comprendre ce que fut l'homme et son style de gouvernement durant les 10 premières années de son ministériat, de 1642 à 1651, donc qui couvre effectivement les années que les carnets renseignent. Alors, les petits Français, et même, je l'ai appris par la suite, bien d'autres enfants de pays étrangers, découvrent Mazarin dans Alexandre Dumas, et je crois que beaucoup d'entre vous ici, comme moi-même, et peut-être Mathieu, c'est comme cela que nous avons fait la connaissance de cette figure. Une figure qu'il est difficile ensuite d'enlever à l'esprit de ceux qui ont parcouru Alexandre Dumas, et en particulier ces deux grands cycles des 20 ans après et du Vicomte de Bragelonne. Les enfants grandissent et une fois devenus adultes, ils conservent une image bien nette de ce personnage avec des qualificatifs tels que rusé, dissimulateur, calculateur, avide, au point que lorsqu'un talentueux auteur dramatique comme Anton Roth propose au début du XXIe siècle une pièce de théâtre sur le sujet, Le Diable rouge, ces dialogues paraissent si réels qu'ils deviennent l'objet de débats sur les réseaux sociaux qui se disputent pour savoir ce qu'il a écrit est vrai ou n'est pas vrai. Vous l'aurez compris, le travail de terrassement imaginaire de la figure du cardinal est d'une puissance telle que l'historien que nous essayons d'être est souvent condamné à croiser le fer avec précisément cet imaginaire. Alors c'est une lutte très inégale, il faut bien le reconnaître, surtout dans notre monde actuel, fait d'immédiateté, de mots, de bons mots ravageurs, et on pourrait penser que cela est assez épuisant, mais outre que le travail de Sisyphe appartient finalement pleinement à notre mission d'historien, il y a des sujets plus ou moins séduisants. Et il faut bien convenir que la personnalité de Mazarin est réellement fascinante, je dirais même attachante. Et en outre, elle bénéficie d'un ensemble de témoignages documentaires de première importance, d'autant que Mazarin est probablement celui qui nous a laissé, pour ce niveau de responsabilité, les archives les plus fournies. Je vous inflige ici un petit tableau archivistique, vous me pardonnerez, c'est un peu un travers professionnel, mais par son testament, Mazarin n'avait pas confié ses papiers au roi, mais à son ancien intendant, Colbert, là aussi, beaucoup de gens le connaissent, futur contrôleur général des finances. Et c'est donc Colbert qui, en 1661, au décès du cardinal, reçoit, de manière tout à fait légale, l'ensemble des documents du cardinal, à la fois ceux qui étaient relatifs à son action à la tête du gouvernement du royaume, et ceux qui se rapportaient aux affaires particulières. L'exécution des volontés de Mazarin illustre finalement à merveille les enjeux, les aléas de la mémoire archivistique de la monarchie au XVIIe siècle, partagée entre des impératifs étatiques, ce que Louis XIV fera prévaloir en appuyant la création de dépôts ministériels pleins et entiers, et en même temps des ambitions érudites dont nous allons vous retracer là aussi les récits. Et par une cascade de successions et de ventes dont nous allons vous passer une partie des détails, cet héritage archivistique de Mazarin via Colbert, comme vous le voyez sur le tableau, se trouve tout près d'ici, à la Bibliothèque nationale de France, au département des manuscrits. En 1732, les héritiers de Colbert vendent son immense bibliothèque au roi, et dans cet ensemble inouï de manuscrits se trouvent également les papiers de Mazarin, une partie d'entre eux. Les éléments les plus liés au travail commun de Mazarin avec Colbert, qui a donc été son intendant pendant une dizaine d'années, a échoué dans les collections des mélanges de Colbert et des 500 de Colbert, que connaissent bien les personnes qui fréquentent le département des manuscrits aujourd'hui. L'essentiel de la correspondance diplomatique et gouvernementale a rejoint les fonds des affaires étrangères, de sorte qu'on peut les consulter, mais non pas dans le centre de Paris, mais aujourd'hui à la Courneuve, au centre des archives diplomatiques. Toutefois, et c'est ici que l'histoire de ce soir commence, quelques pièces avaient été distraites quelques décennies plus tôt par le propre bibliothécaire de Colbert, dont les fameux carnets de Mazarin, donc, dont il va être question ce soir. Ce bibliothécaire de Colbert, Étienne Baluse, est non seulement l'un des plus célèbres érudits de son temps,
accessoirement professeur de droit canon au Collège Royal, notre Collège de France, mais sans doute le plus grand, de loin, des bibliothécaires d'un siècle qui fut grand dans ce domaine également. Baluse fut un acquéreur de génie, aux vues très larges, et c'est d'abord à son talent que la bibliothèque de Colbert dut son rang magnifique, et non d'abord aux moyens d'un ministre, par ailleurs proprement passionné par le développement de ses collections, dont il tirait de multiples satisfactions. À l'instar de son maître, dont les préoccupations allèrent finalement avant tout à sa bibliothèque personnelle, Baluse, collectionneur, depuis l'adolescence, qui mieux est, eut dans une moindre proportion le souci d'enrichir sa propre bibliothèque, conçue au demeurant comme un outil de travail. Et Delille, le grand historien du cabinet des manuscrits qu'il a dirigé à la fin du XIXe, note à ce sujet « Baluse profita encore de la position qu'il occupait auprès de Colbert pour recueillir dans son propre cabinet les documents les plus curieux des règnes de Louis XIII et de Louis XIV. Deux exemples feront comprendre l'étendue de ses bonnes fortunes. Il possédait les carnets de Mazarin et la cassette de Fouquet. Il faut ici souligner que le distinguo opéré de nos jours entre matériaux archivistiques et collection de manuscrits au sens restrictif du terme, entendez recueil de formes livresques dont le fond serait considéré comme source secondaire et non primaire, n'avait alors aucun sens. Mais cependant, les archives, prisonnières en quelque sorte de leur dépôt, faisaient l'objet d'intenses et constants travaux de copie en vue d'alimenter des bibliothèques jugées potentiellement plus accessibles. Mazarin avait d'ailleurs prévu l'ouverture, l'accueil au public de sa bibliothèque dès 1648, et c'est en 1692 que la Bibliothèque du Roi fait l'annonce officiellement dans le Mercure de France de son ouverture au public, pas tous les jours, mais une ouverture régulière néanmoins. Et Baluse, dans ce domaine de la copie, fut lui aussi un des plus grands copistes de son temps. Vous avez sur le PowerPoint le catalogue de la bibliothèque de Baluse, sur lequel nous reviendrons un petit peu plus loin. Il n'est pas étonnant, bien au contraire, qu'avant même la mort de Baluse, Baluse meurt en 1718, le pouvoir royal se soit inquiété d'enrichir les collections de la Bibliothèque du Roi avec un fonds couvé du regard tant par le monde savant que par des ministres soucieux d'en tirer matière à réflexion politique et diplomatique. Et Baluse avait d'ailleurs commencé sa carrière comme secrétaire de la conférence qui s'était tenue à Céret, en Roussillon, pour fixer les frontières entre Espagne et France à l'issue de la guerre, en Catalogne, en 1660. Histoire, archives et bibliothèques, considérées comme indissolubles, et pouvoir formaient alors un tout. Baluse tenta d'abord de vendre sa collection, sur la fin de sa vie, pour 10 000 livres au cardinal de Bouillon, qui était son ancien protecteur, mais Bouillon mourut en 1715. Les bénédictins de Saint-Maur, qui incarnaient l'érudition française avec Mabillon, avec Ruinart, avec Montfaucon, les bénédictins de Saint-Maur tentèrent eux aussi d'acquérir la bibliothèque de Baluse. En 1717, l'année même avant sa mort, une conférence se tient même chez le chancelier du roi. Baluse demandait toujours 10 000 livres, et son héritière, qui avait édité un très riche catalogue que nous voyons ici, avec si on peut remonter sur la... Voilà, nous allons descendre ici. Vous admirez l'épigramme latine. Qui mille auctores Balusius edivit unus, par ille auctorum millibus unus erat.
Baluse, qui à lui seul avait édité 1 millier d'auteurs, fut le seul à être l'égal de 1000 auteurs. Cette épigramme figure en tête du catalogue et Baluse avait fait son testament, mais il avait écrit une autobiographie qui est éditée en tête du catalogue. Donc un très beau catalogue en 3 volumes avec quasiment 2000 pages. Et au sein de ce catalogue, nous trouvons dans la dernière partie du catalogue, la 3e partie, vous l'avez tout en bas, contenant les livres manuscrits, les diplômes et les collectanea, les notes personnelles de Baluse. Ce catalogue mentionne 2 paquets des agendas de son éminence dans la 6e armoire, puisque une partie du fonds de Baluse était conservée dans des armoires. L'entrée de la collection de Baluse se situe dans les heures les plus fastes de l'histoire de la bibliothèque. Guerre d'Italie et Révolution mises à part. 1715 voit l'entrée négociée de l'immense collection de Roger de Guenièvre, le premier de nos antiquaires, qui est aussi le père fondateur du cabinet des estampes de la bibliothèque du roi, puis nationale de France. Guenièvre est vraiment un géant. En 1717, c'est au tour du cabinet des premiers généalogistes du roi du XVIIe et du XVIIIe, Pierre et Charles Dauzier, père et fils, de rentrer au cabinet des manuscrits. En 1719, nous avons une collection importante, la collection de la Mare, qui est interdite de sortie du territoire par décision du régent, qui paye le prix de cette collection au libraire hollandais qui avait voulu l'acquérir. Et en 1730, la bibliothèque du monastère de Saint-Martial de Limoges, qui est une des plus importantes bibliothèques médiévales françaises, rentre à la bibliothèque du roi. Et enfin, la grande date, c'est celle de 1732, avec l'entrée de la bibliothèque de Colbert, et l'on frappe même médaille pour commémorer l'ampleur des accroissements de cette première moitié du XVIIIe qui reste inégalée. Vous avez compris, les carnets de Mazarin sont un enjeu pour la bibliothèque du roi, mais en réalité, ils sont noyés dans un ensemble beaucoup plus vaste, qui n'est redécouvert que pratiquement un siècle plus tard, alors que la France a profondément changé par-delà l'épisode révolutionnaire, et singulièrement au début de la monarchie de Juillet, à une époque où effectivement le terme d'agenda continue encore d'être employé à propos de ces documents que nous allons bientôt vous présenter, soyez un tout petit peu patients, une dénomination qui se transforme en carnet sous la plume d'un bibliothécaire de la ville de Paris, Jules Ravenel, qui avait eu la confiance de la Bibliothèque nationale pour éditer les lettres de Mazarin à Anne d'Autriche en 1836, également conservées sous forme de copie dans le fonds Baluse et qui avait rencontré les carnets dont nous allons vous parler, carnets dont Guizot, lui-même, ministre de l'Instruction publique, avait décidé l'édition dans la nouvelle collection des documents inédits de l'histoire de France. C'est qu'effectivement, à l'époque de la monarchie de Juillet, beaucoup de choses changent. Le ministre de l'Instruction publique encourage de manière très volontariste une écriture de l'histoire fondée sur les sources archivistiques, en se donnant les moyens par des institutions qui existent toujours. Alors on a parlé de l'école des chartes, mais il y a aussi le comité des travaux historiques et scientifiques, qui est l'éditeur des documents inédits, les archives nationales et départementales, la bibliothèque à l'époque royale, qui effectivement sont mobilisées pour donner un tour éditorial à des sources qu'il s'agit effectivement de révéler, on va voir à quel point, au public savant. Guizot a par ailleurs l'initiative en 1833 d'une circulaire prescrivant, enjoignant aux bibliothèques d'établir le catalogue de leur collection de manuscrits. Et en 1841, il lance par ordonnance la collection du catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, une grande collection dont les derniers volumes ont paru à la fin du XXe siècle, collection immense, publiée sur crédit ministériel. La Bibliothèque royale, à l'instar des bibliothèques publiques, ne met pas moins d'un siècle
à traiter le colossal apport révolutionnaire qui fait plus que doubler ses collections. Elle mène de surcroît une politique toujours fort active d'accroissement, entre des collections de Périgord en 1831, de Champollion, les papiers de Champollion en 1833, la grande collection de la famille Joly de Fleury en 1836, alors que s'offrent toujours à vendre de très nombreux manuscrits et archives en quelque sorte déracinés par la Révolution. Mais le péril rôde cependant, car le célébrissime voleur et faussaire Guglielmo Libri, proche de Guizot, membre de l'Académie des sciences, est nommé en 1841 secrétaire de la commission du fameux catalogue général des manuscrits. Et ces vols n'épargnent pas la collection Baluse. Peut-être la récente notoriété des carnets de Mazarin, due à la publication de Ravenel en 1836, leur vaut-elle d'échapper au pillage? Toujours est-il que ce n'est qu'en 1843 que la collection de Baluse fait l'objet d'une relure. Olivier va vous montrer ce que peuvent être matériellement ces carnets. Alors à première vue, si vous avez l'œil perçant, vous détectez une différence entre ce que l'affiche vous promettait et ce qu'Olivier vous montre à l'instant. Alors nous allons zoomer sur ce premier carnet et il est en tout point, il ressemble tout à fait, c'est tout à fait Mazarin. Cependant, il s'agit des carnets du roi Louis XIV, l'état des aliénations sur les fermes, recettes générales et autres revenus ordinaires de l'État depuis l'avenue du roi à la couronne jusqu'au 5e septembre de l'année 1661. 5 septembre 1661, si vous vous en souvenez, à Nantes, d'Artagnan arrête le surintendant des finances Fouquet. Et ici, nous sommes en 1680, un petit peu plus tard. Vous voyez qu'on est passé au parchemin au lieu d'être au papier. Et il s'agit toujours des revenus. Et nous démarrons toujours en 1661. Le mois de septembre était mentionné. Donc voilà ce que peuvent être les carnets de Louis XIV. C'est un clin d'œil du roi à son mentor. Et maintenant, Olivier va exhumer les carnets d'un premier emboîtage, d'un second, ce sont les poupées russes, et finalement, toujours pas. Voilà, je pense que là, nous y sommes presque. Oui, c'est un peu de la prestidigitation. Voilà, ceux-là, cette fois-ci, ce sont ceux de Mazarin, les 15 carnets qui sont protégés par une boîte, parce que le bibliothécaire n'aime pas les petits formats. Les petits formats sont faciles à voler. Et c'est une façon de les protéger que de les montrer dans ces boîtes, de les monter dans ces boîtes. Donc vous voyez leur format homogène, ils n'excèdent pas 12 cm de haut sur 7 cm de large pour une petite centaine de pages. Et les carnets pouvaient ainsi demeurer en permanence dans quelques poches de la simarre, de l'habit de cardinal de Mazarin. Et de rares notations à la mine de plomb, au crayon, indiquent que le cardinal saisissait le moindre moment pour arrêter le cours de sa pensée dans ses agendas. Mais Olivier va rentrer dans le détail, effectivement, avec le... Oui, je suis descendu trop bas, beaucoup trop bas. Alors, ces carnets qui, effectivement, sont assez intrigants et qui ont très rapidement été pensés comme un objet d'édition, en réalité, sont restés inédits encore aujourd'hui pour une grande partie. D'abord, Ravenel ne l'a pas fait parce qu'il a trouvé, on en reparlera, l'écriture trop rebutante. Mais d'autres auteurs ont décidé de sortir les carnets de l'obscurité. Le premier, c'est Léon de Laborde, un diplomate, un archéologue, proche de la famille d'Orléans, qui s'est intéressé, entre autres, lorsqu'il réfléchissait à une réforme de la Bibliothèque royale,
au Palais Mazarin, qui abrite encore aujourd'hui une partie de cette bibliothèque, et qui publie en 1846 une étude dans laquelle il donne pour la première fois, c'est vraiment très tardif finalement, alors que les carnets, vous l'avez vu, sont connus par le catalogue depuis 1719, que l'on a des extraits de ces pensées de Mazarin. Et à l'occasion, Laborde fournit quelques indications précieuses sur le nombre des carnets, qui reçoivent donc, on l'a dit, une reliure moderne. Et Laborde nous apprend qu'un 16e carnet existait alors, qui avait été distrait du lot initial à une époque indéterminée, et il semble, Oresco référence, et je parle ici devant plusieurs conservateurs, que la bibliothèque a refusé d'en faire l'acquisition auprès du libraire qui le détenait et qui l'aurait probablement volontiers cédé à condition que l'on y mit un certain prix. Donc ce 16e carnet, je le laisse de côté, j'y reviendrai, il n'a pas encore complètement disparu. L'édition des carnets n'est toujours pas avancée, mais au début du Second Empire, un grand philosophe, Victor Cousin, qui est alors à la retraite, décide dans le Journal des Savants de fournir, pour agrémenter son histoire des débuts du ministériat de Mazarin, des extraits des 5 premiers carnets, qui ne sont pas les plus faciles, parce que nous le verrons, ils sont écrits en italien et en espagnol, de les utiliser pour, en quelque sorte, nourrir son propos. Puis, vers 1870, reparaît, dans une absolue discrétion, une édition à très faible tirage du fameux 16e carnet, qui est donc le seul carnet édité, qui n'est donc pas la Bibliothèque nationale. C'est un carnet qui avait pris le chemin d'une collection de bibliophiles, en l'occurrence un Tourangeau, Victor Luzarche, qui était conservateur de sa bibliothèque locale, qui est mort avant probablement d'en avoir vu l'édition en 1869, mais qui a le mérite de l'avoir transcrit et fait imprimer. Je passe sur d'autres éditions, très très partielles encore une fois, de quelques extraits de ces carnets, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, la seule édition que nous possédions qui soit complète, c'est l'édition du 16e carnet, qui se trouve avoir disparu. En tout cas, si quelqu'un en connaît l'existence, je suis très intéressé. Probablement a-t-il disparu dans l'énorme bombardement qu'a subi la ville de Tours en 1940, qui a mis à bas énormément de manuscrits et d'archives, en particulier les grands héritages patrimoniaux de Marmoutier. Et il est possible que le 16e carnet ait disparu à tout jamais. Malgré tout, il a été imprimé, et cette seule mention suffirait à justifier le travail inlassable des éditeurs de textes pour qu'un jour, peut-être, survive au moins la transmission de ce type de documents s'il venait à disparaître. Oui. Alors, oui, oui là, vous avez sur l'écran une page de l'ouvrage des chartistes qui ont confondu le fameux Compte Libri et qui mentionne tout ce qui a été volé dans la collection même de Baluse. Alors, nous sommes donc vers la fin du XIXe siècle, et à la bibliothèque, l'énergique impulsion qui a été donnée par Léopold Delisle, qui a dirigé le département des manuscrits avant d'être appelé à la responsabilité d'administrateur de l'ensemble de la bibliothèque impériale puis nationale, l'impulsion donnée par Delisle va se poursuivre, et vous avez ici à l'écran un tableau des publications successives, des inventaires de ce que nous appelons des collections, et qui prennent la suite de la publication du catalogue des manuscrits français, cet immense ensemble de près de 30 000 manuscrits, dont le catalogue est achevé en 1902. Et vous voyez qu'en 1905, ce sont les collections Duchesne et Bréquigny qui font l'objet d'un catalogue. En 1908, les 500 de Colbert, qu'Olivier a évoqué précédemment. Entre 1905 et 1911, les collections sur l'histoire des provinces, donc des collections que nous appelons diplomatiques, d'archives en réalité, et non pas de manuscrits au sens classique du terme littéraire, livresque. Et enfin, ça n'est qu'en 1921 que Lucien Auvray et René Poupardin qui était professeur à l'École des Chartes, et Lucien Auvray qui était également chartiste, qui a fait sa carrière à la Bibliothèque nationale, publie, avec le retard dû à la Première Guerre mondiale, le catalogue des manuscrits de la collection
de Baluse. Et le mouvement se poursuit jusqu'à la fin de l'entre-deux-guerres. Donc le catalogue n'est finalement paru que très tard. Nous avons vu que la reliure elle-même n'était intervenue que très tard, l'estampillage est intervenu très tard, et pendant longtemps, les chercheurs et les conservateurs ont dû se contenter d'inventaires manuscrits nombreux qui sont aujourd'hui en ligne sur Gallica. Malgré tout, les éditeurs sont des gens tenaces et têtus parfois. Et donc, au début des années 1960, vous voyez qu'on avance un peu dans le temps, on va bientôt arriver jusqu'à notre époque, le CNRS avait chargé Madeleine Lorrain-Portemer, conservateur au département des manuscrits de cette maison, de la Bibliothèque nationale, de donner au carnet une édition scientifique de référence qui manquait toujours. Cette grande spécialiste de Mazarin se mit au travail, mais malheureusement, son effort est resté au stade d'une transcription sous forme de dactylogramme et de feuilles manuscrites, de sorte que lorsqu'elle est décédée en 1996, rien n'avait été publié, et donc, en très grande partie, les carnets dont nous vous parlons, que nous allons ouvrir quand même au cours de cette soirée, demeurent en grande partie inédits. Et j'ajouterai, et Mathieu va vous le montrer à l'instant, qu'aux 15 carnets que vous avez vus dans cette boîte, et au 16e carnet, qui est donc disparu, j'espère que je suis à peu près clair, est venu s'ajouter, selon une hypothèse que j'ai formulée il y a un mois environ à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'existence d'un 17e carnet qui n'était pas connu, qui avait échappé, je crois, aux historiens du cardinal, alors même que, comme dans la lettre volée d'Edgar Allan Poe, elle se trouvait tout près, de manière très évidente, sous les yeux des historiens, mais là aussi, comme dans l'ouvrage de Poe, sous une forme altérée, c'est-à-dire non reliée. Les dizaines de pages que vous voyez actuellement ouvertes par Mathieu et qu'il va vous montrer, écrites soit à la mine de plomb, soit à l'encre, sont conservées dans le manuscrit Baluse 175, alors que les carnets portent la cote 174, c'est-à-dire donc juste à côté de la boîte des carnets initiaux. Ce 17e carnet a quelque chose de tout à fait émouvant, puisqu'il couvre l'intégralité de l'année 1651, alors que Mazarin est en exil chez les lecteurs de Cologne, à Brûle. Ces pages qui sont formées sur des feuilles détachables et détachées, parfois des récupérations de lettres au dos desquelles Mazarin écrivait, comptent sans doute les plus passionnantes parmi toutes celles que les carnets conservent, puisqu'on y voit le cardinal ruminer sur les fidélités et les trahisons de ses anciens soutiens, échafauder des plans de reconquête du pouvoir. Et d'une certaine manière, et c'est une opinion que je vous propose, c'est pour moi peut-être le véritable trésor de ce soir, même si vous êtes venus pour les 15 carnets reliés en rouge. En tout cas, aux yeux de l'historien, c'est probablement ce qu'il y a de plus intéressant à parcourir, à déchiffrer de manière effectivement patiente. Alors, nous l'avons dit au début de ce propos, les carnets, quelle que soit leur forme, superbement reliés, ou bien des rebuts, comme on vient de vous les montrer, collectés avec soin, mais incomplètement compris, ces carnets appartiennent à ce qu'il est convenu d'appeler depuis presque un demi-siècle, chez les historiens au moins français, les écrits du fort privé. C'est une expression qui a été proposée par une moderniste, Madeleine Foisil, qui savait de quoi elle parlait, puisqu'elle avait édité, entre autres, les mémoires du sire de Gouberville, ce gentilhomme normand du XVIe siècle, ou les mémoires de Jean Héroard, le médecin du jeune Louis XIII, deux sources qui ont durablement marqué et marquent encore l'histoire de France et des étudiants d'histoire de cette époque moderne. Par document du fort privé, elle entend désigner des types d'écrits multiples, produits hors institution et témoignant d'une prise personnelle d'un individu sur lui-même, sur les siens, sa communauté. Et à ce titre, le Moyen-Âge et surtout l'époque moderne sont fertiles en documents de cette nature auxquels appartiennent les carnets de Mazarin. Parmi ces écrits du fort privé, très rares cependant sont ceux à même de rendre compte de l'exercice d'un pouvoir de premier plan et d'en rendre compte de façon aussi intime que peuvent le faire les carnets de Mazarin. En cherchant, comme nous l'avions imaginé avec Olivier, des éléments de comparaison dans les collections du département des manuscrits, l'exemple le moins éloigné
sinon le plus approchant, qui m'est venu à l'esprit est celui d'un manuscrit. Alors si on peut afficher la tête du feuillet, nous avons, nous avons ici la cote Codex Colbertinus 587, nous avons une cote Colbert, nous avons une cote dans la bibliothèque du roi Régus, et voyez tout à fait à droite, Jean Lefebvre, évêque de Chartres et chancelier de Louis d'Anjou, vous avez la main d'Étienne Baluse. Étienne Baluse qui est le bibliothécaire de Colbert, c'est un manuscrit qui a été acquis, c'est un manuscrit très important qui a été acquis, nous n'avons pas de précision, a priori c'est l'œuvre de Baluse puisque l'acquisition est faite dans les années où il est bibliothécaire de Colbert, à partir de 1667 jusqu'à la mort de Colbert. Et ce manuscrit, vous voyez ici, on va s'arrêter effectivement sur ce feuillet 8. Nous avons, si on peut zoomer encore un petit peu, qu'on voit un petit peu mieux, si on peut, oui, parfait, ouais, voilà, stop, c'est parfait. Vous avez dans la partie centrale de la page est remplie par la transcription par un secrétaire de l'évêque de Chartres de notations d'ordre journalistique, enfin journalistique. Il s'agit du journal d'un des tout premiers, sinon du tout premier des ministres du roi Louis Ier d'Anjou, roi de Sicile. Nous sommes dans les années 1380 et le roi de Sicile, le frère de Charles V, décide à l'instigation du pape Clément VII, qui est le premier des antipapes d'Avignon, il décide à l'invitation de Clément VII de descendre porter secours à la reine de Naples. Et le chancelier se permet les mentions que vous voyez dans une encre noire, elles sont répétées par 2 fois. Si on remonte un tout petit peu plus haut, on va voir les mêmes termes, hic fatuitas, et juste en dessous, nous avons item fatuitas, autrement dit, ici, fatuité, et le chancelier se permet de traiter son suzerain de coupable d'égarement grave. Alors, si nous regardons ce manuscrit, nous avons ici toute une série de ce qui s'appelle des saints manuels, donc la signature de notaires qui interviennent au sein de la chancellerie. Là, nous trouvons la main, l'écriture autographe de Jean Lefebvre. C'est un document, encore une fois, qui est rarissime et qui va faire l'objet d'une nouvelle édition cette année. Ici, nous avons sur ce feuillet, dans la marge gauche du feuillet, toute une série de notations financières qui ne sont pas sans rappeler certains des aspects des carnets de Mazarin. Mais encore une fois, nous sommes quand même très loin, à la fois dans le temps et dans le type même du document, même s'il livre des indications extrêmement intéressantes sur les années 1380 et le règne de Louis Ier d'Anjou. Donc après toute cette enquête que vous avez patiemment subie, et nous vous en remercions, archivistique, à la source de ces carnets, nous allons à présent entrer dans ces carnets et voir ce qu'ils nous disent de Mazarin et ce que Mazarin nous dit de son temps et de la manière dont il l'a perçu. De manière générale, l'action et la personnalité de Mazarin ont été scrutées avec attention, aussi bien par les mémorialistes que par les historiens, d'autant que l'on prête au parrain de Louis XIV la vertu d'avoir joué un rôle important dans l'éducation politique du grand roi. Ce qui explique, entre autres, l'attrait exercé par les carnets, où l'on a essayé de retrouver, lorsqu'on arrivait à les lire, des notations qui pourraient faire penser effectivement à des conseils politiques que le cardinal aurait pu dispenser à son royal filleul. Alors, les notations que Mazarin y a disposées, et peut-être que tu pourrais montrer quelques pages, en commençant par le premier et en allant jusqu'au 15e carnet, ad libitum, si j'ose dire, ces notations tiennent
d'abord de la liste de tâches à exécuter, je n'ose parler de liste de courses, qui sont aussitôt biffées une fois qu'elles ont été exécutées ou que l'idée qui a été entrevue a été abandonnée. Elle fixe également pour Mazarin la mention des grâces à concéder, mais aussi la retranscription de conversations, de recommandations à faire, de tel ou tel, ou à tel ou tel. Et de plus en plus fréquemment, même si ça n'est pas le plus important, des réflexions personnelles sur les événements, sur les hommes et les femmes, avec quelques portraits qui n'ont pas la grâce et l'étendue de ceux du cardinal de Rais, mais qui sont assez intéressants parce que saisis sur le vif, alors qu'on sait que le cardinal de Rais a réécrit le passé de la Fronde 20 ou 30 ans plus tard. Et d'une certaine manière, il nous parle de la fragilité du pouvoir et du sens de l'histoire. Les carnets épousent assez fidèlement, je crois, la psychologie, si l'on peut parler ainsi, de l'homme d'État. Au début, il restitue un Mazarin hésitant, craintif, soucieux de ne pas commettre d'impair dans un royaume qu'il connaît, certes, mais dont il se sent encore profondément étranger. Puis ils traduisent une relative maturité du ministre qui affronte quotidiennement l'exercice du pouvoir ou la trivialité des situations et des requêtes, on le comprend, le dispute à la grandeur du destin politique et militaire d'un royaume, dans un moment où l'homme d'État se confond avec l'homme d'action. Alors on connaît l'aphorisme du XVIIIe siècle, repris par Goethe ou Hegel, il n'y a pas de héros pour les valets de chambre. L'historien sait bien, lui, en revanche, qu'aucun témoignage, même ceux des carnets dont nous vous parlons, ne présente de garantie de vérité, de sincérité ou d'objectivité. Et aucune source historique n'échappe à un processus de mise à distance. Les carnets de Mazarin, pas plus que les autres. Mazarin notait ce qu'il voulait comme il voulait le noter. Mais il contribue à enrichir la connaissance que nous avons de lui. À quelques mots près, notés par quelques secrétaires, ces carnets sont autographes et personnels. Leur lecture est rendue difficile par une graphie pénible à dompter et j'avoue passer, comme d'autres je pense, de longues minutes pour briser les énigmes ainsi offertes sans être toujours certain de parvenir à mes fins. Alors il ne s'agit pas tant de l'écriture de Mazarin, qui est plutôt semblable à celle d'autres Romains de sa génération et se révèle plutôt lisible, au moins autant que d'autres contemporains, comme Hugues de Lionne, qui est réputé pour avoir une écriture sévère. Mais l'écriture de Mazarin a dû trouver ici, dans ses carnets, à se loger dans un espace très faible qui amène quelquefois le cardinal à ne pas scinder toujours nettement les mots. En outre, Mazarin écrit moins proprement qu'il ne le fait ailleurs, en raison tout simplement des circonstances d'écriture qu'il nous faut imaginer, debout, dans un lit, dans un carrosse, ailleurs, que sais-je. Les notations de Mazarin ont parfois l'expression d'une extrême sécheresse, et dans ces ellipses de la pensée, comme vous le voyez ici sur la photographie, les verbes manquent et les noms propres sont parfois déformés par une graphie très phonétique. J'ajoute que pour lire Mazarin, il faut le lire dans sa langue, ou dans les langues qu'il affectionne particulièrement, et d'une certaine manière, les carnets nous restituent l'évolution d'une personnalité et d'un mode de raisonnement. Les premiers carnets, de 1 jusqu'à 7 ou 8 environ, dans ma mémoire, sont très majoritairement écrits en italien, avec des traits linguistiques propres au milieu de Mazarin, dans la mesure où l'italien du XVIIe siècle n'est pas encore fixé de manière tout à fait organique comme il le sera plus tard. Il s'y mêle au début de la régence d'Anne d'Autriche, à partir du printemps 1643, des notations en espagnol, une langue que Mazarin maîtrise parfaitement, puisqu'il est lui-même allé en Espagne pendant 3 années, qu'il parle bien l'espagnol, qu'il a probablement autant parlé que l'italien dans sa jeunesse, du reste. Mais très tôt, dès 1643, le français fait son apparition sous forme de mots, d'expressions que Mazarin trouve pertinentes pour désigner tel ou tel événement. Le français ne devient majoritaire que vers la fin de l'année 1647 et finalement pratiquement exclusif au moment de la Fronde, en 1648-1651. Et de la sorte, c'est une hypothèse qu'on peut formuler, le passage d'une langue à une autre aurait ainsi accompagné l'évolution même des carnets et surtout de leur auteur. On le sait, les carnets sont devenus au cours de l'année 1643 un moyen de préparer des répliques à servir à Anne d'Autriche avec laquelle il s'entretient pour la conforter à la tête du gouvernement, en employant la troisième personne. Sa Majesté devrait faire ci, Sa Majesté aurait intérêt à faire cela, Sa Majesté pourra éviter de faire ceci, etc., etc. Puis, lorsque le pouvoir du cardinal a été à peu près assuré, à partir de 1644,
l'italien reprend son cours très majoritaire jusqu'à ce que le français s'impose à un homme qui devait de toute façon le parler tous les jours en public. Les éventuels trébuchements de Mazarin, car il y en a dans ses notations, dans la langue des sujets du roi très chrétien, sont encore marqués par des restes d'italianisme et de prononciation italienne. Le curé de Notre-Dame, par exemple, de curé de Notre-Dame, des « ze » à la place de « je » ou des « se », qui ne doivent pas malgré tout, et malgré le caractère un peu comique pour nous, ne doivent pas masquer une forte acculturation politique qui s'est produite chez un cardinal qui s'efforce réellement de parler et de s'intégrer à un pays qu'il a choisi. Alors, le mémorialiste François de La Rochefoucauld a écrit à propos de Mazarin qu'il avait de petites vues, même dans ses plus grands projets. Je crois que les carnets que vous avez aujourd'hui sous les yeux et qu'on peut vous remontrer ad libitum, ces carnets sont une parfaite illustration de cette action politique vue par en dessous. Mazarin y apparaît souvent préoccupé de l'attitude de ses interlocuteurs, de leur silence ou de leurs paroles, qui supposent effectivement pour lui tel ou tel plan ou telle ambition. Mais il n'oublie pas d'analyser les conséquences des comportements individuels et des événements sur le moyen et le long terme. Et on aurait tort, je crois, de considérer ces carnets, ces petites notations, au jour le jour, qui ne sont d'ailleurs pas toujours datées, la notation chronologique est plutôt absente des carnets, comme finalement la reproduction de quelques querelles de salon. Dans une monarchie absolue, comme elle se construit en France depuis la Renaissance, et plus sûrement encore depuis Henri IV, le souverain est tout, et dans une période de régence, ce sont évidemment ceux qui détiennent le pouvoir qui, pour lui, incarnent la souveraineté. Dans la régence d'Anne d'Autriche, Mazarin est d'une certaine manière une forme d'expérience assez inédite, tout simplement par les origines de Mazarin, qui n'est pas évidemment français comme l'était Richelieu, mais aussi par sa manière de gouverner. Le lieu du pouvoir, c'est vraiment la cour. Diriger la France, c'est gouverner les hommes et leurs passions, et il y en a beaucoup de retranscrites dans les carnets de Mazarin. Et dans ces carnets, Mazarin fait de la politique, beaucoup de politique. Mazarin est en particulier un fin analyste des faiblesses humaines et en arrivant au pouvoir, il met la main sur un certain nombre de biens qu'il peut distribuer comme une forme de corne d'abondance dont il a la maîtrise, des offices, des pensions, des postes militaires. Tout est à sa discrétion ou presque à travers de multiples dispositifs dont bénéficie la régente et donc Mazarin, puisqu'Anne d'Autriche le laisse véritablement gouverner. Les carnets sont une suite presque ininterrompue de biens que l'on fait tomber sur la tête de tel ou tel pour le gagner au roi, pour l'enlever à ses opposants, puisque le jeu politique suppose aussi de détacher tel ou tel groupe et de le fragmenter pour profiter de leurs faiblesses et gouverner en tranquillité. Il peut s'agir d'un aristocrate pourvu du gouvernement d'une ville ou d'un régiment, d'un ecclésiastique que l'on promeut évêque, d'un ministre étranger qu'on donne d'une pension, même si pour Mazarin, rien ne vaut les promesses. Comme il l'écrit en italien, en 1643, il dit ceci à Anne d'Autriche, « Sa Majesté ne doit pas distribuer les grâces, mais les retenir et les faire filer petit à petit. Et de cette manière, elle satisfera davantage, parce qu'on peut faire autant de promesses qu'on veut, évidemment, et sera plus considérée, et on fera plus cas de ces grâces, d'autant que quand elles sont données tout de suite, elles ne servent qu'à mettre le bénéficiaire en disposition d'en réclamer d'autres. » C'est assez logique, et Mazarin avait été largement payé pour se comprendre. Mazarin avait compris, et ça c'est un point très important qui n'a peut-être pas toujours été souligné dans la lecture qu'on a pu faire des carnets, il avait compris, comme d'ailleurs Richelieu avant lui, que le jeu politique se déroule sur une scène plus large que la seule cour, même si cette dernière occupe beaucoup les carnets. Mazarin a organisé une véritable communication politique qui va de la surveillance policière chez les uns ou les autres. Il envoie des émissaires qui lui rapportent des conversations, qu'il se fait un plaisir de retranscrire dans les carnets, mais également la préparation de pamphlets en réponse aux mazarinades dont on sait qu'elles ont couvert littéralement le pavé de Paris, et même les chansons auxquelles il n'est pas indifférent. Et il en retranscrit un certain nombre pour lui-même, pour en garder le souvenir, des chansons qui n'ont pas nécessairement été toujours publiées. Les textes que portent les mazarinades, Mazarin le sait, ne s'adressent pas nécessairement à tout le peuple, mais à une certaine société politique qui ne résume pas tout le royaume. Pour le reste, Mazarin se méfie de manière assez intuitive
de ce qu'on appellerait aujourd'hui les masses ou le peuple, et que lui appelait les peuples au pluriel, et qu'il estime qu'il est impossible de les maîtriser, comme il l'avait appris à Naples en 1647, et surtout à Paris, évidemment, à partir de 1648. Il estime qu'il n'y avait rien à négocier dans ces dialogues avec le peuple, et que seule la force compte. Et les carnets sont assez clairs et même un peu cruels à cet égard. Je vous cite un passage de l'année 1649. « Toutes les douceurs avec les peuples, grâce, privilèges et bons traitements, quand ils ont failli, ceci est écrit en français de la part de Mazarin, ne servent qu'à les rendre plus altiers et désobéissants, et au contraire, rien ne les réduit et est plus salutaire pour eux que la punition. » Pour lui qui aime bien, châtie bien, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, il le dit, et c'est les aimer que les châtier. C'est une saignée qui est absolument nécessaire en cette sorte de maladie, qui est la révolte ou la rébellion. La chaleur et emportement du peuple est impossible de le guérir sans tirer du sang. Ce sont des paroles qu'il est assez rude de lire sous la plume de Mazarin, qui évidemment ne s'est jamais laissé à parler ainsi en public, d'où l'intérêt fort de ces carnets pour comprendre ce qu'est sa pensée, une pensée ici qui n'est pas bridée, mais qui sont finalement des pensées assez communes à la société politique aristocratique du temps, et qui contrastent, je crois, et c'est un point important, puisqu'il n'en est presque jamais question dans les carnets, avec l'amateur d'art ou le calculateur pacifique qu'on aime parfois présenter. Il est vrai que Mazarin avait été particulièrement frappé et choqué par la première révolution anglaise, qu'on appelle l'English Civil War, qui avait abouti, vous le savez, à l'exécution de Charles Ier en 1649. Alors on sait que le parallèle entre la Fronde et un parlement anglais qui met à bas son souverain est sans doute forcé, mais il a évidemment pesé sur l'esprit de Mazarin, de la même façon que la Fronde a peut-être également pesé dans la réflexion de Thomas Hobbes, qui est à Paris lorsqu'il écrit le Léviathan, qui est l'un des très grands traités de pensée politique, à un moment où finalement il y a une forme de translatio imperii entre la pensée politique française et la pensée politique anglaise, et ça se passe précisément durant le ministériat de Mazarin. Il est important ici, quand on lit les carnets et que l'on passe d'une notation, d'une pension à donner, d'une parole méprisante ou choquante délivrée par tel ou tel adversaire du cardinal, tout d'un coup de voir surgir des notations qui sont effectivement révélatrices d'une analyse politique, comme Mazarin pouvait les avoir, et des analyses qui sont d'une certaine manière la préparation d'une expression davantage publique, ou en tout cas plus administrative, à l'intérieur même de l'administration du royaume. En 1649, Mazarin recommande à la reine de déplacer la cour à Compiègne, donc de se rapprocher des champs de bataille qui se déroulent à ce moment-là en Picardie, et il écrit « Avec ce voyage, vous l'avez ici, on assurera la frontière, on donnera ordre de plus près à la guerre, et on sera en état de préparer aussi la paix. » Et on voit bien ici combien l'action de Mazarin est extrêmement dense. Tenir le royaume, faire la guerre, négocier la paix. C'est un exemple qui illustre à merveille ce qu'on trouve dans les carnets, mais également pour pouvoir les relier à la pensée qu'il exprime dans les missives qu'il envoie à ses collaborateurs et à ceux qui servent la France au même moment. Au moment de terminer notre propos, je voudrais juste revenir sur ce que doit faire tout historien, c'est-à-dire s'interroger sur ce qui ne figure pas dans les carnets. J'ai déjà évoqué l'absence très grande de notation sur les œuvres d'art, sur la vie personnelle de Mazarin. On pourrait dire d'une certaine manière que ce qui est absent des carnets, c'est le bonheur. Mazarin ne parle pas de ses amis, ou très peu de ses proches, de sa famille, ou alors il en parle comme des éléments d'un calcul, par exemple, dans des projets matrimoniaux de ses nièces, les fameuses Mazarinettes. Il n'évoque pas davantage ses opérations financières, donc je m'empresse de rassurer ceux qui penseraient y trouver ici la clé de lecture de son immense richesse. Elle ne figure pas dans les carnets. Mazarin n'évoque pas davantage non plus ces succès qui sont finalement les succès de toute la France, en particulier les grandes victoires de Condé, évidemment à Rocroi en 1643, à Lens en 1648. À peine a-t-on quelques notations pour se réjouir de la paix. Ce qui importe véritablement à Mazarin dans les carnets, c'est une approche de ce que Michel Foucault appelait la gouvernementalité. On est vraiment au cœur ici de l'exercice du pouvoir
pour ce qu'il a de plus politique dans l'ensemble de ses carnets. Et en particulier, une dimension qui a souvent été occultée quand on a présenté Mazarin, c'est une dimension que je qualifierais de martiale, qui retourne finalement à ce qu'a été l'origine de sa carrière, qui est celle des armes. Mazarin, dans ses carnets, fait étalage de soucis logistiques, de positionnement tactique, de visée stratégique, dont on sent qu'il a la maîtrise et qu'il échange avec les maréchaux, et en particulier Turenne. Et c'est sans doute là un des aspects qui a été les plus négligés, et je pourrais dire, comme d'autres, que Mazarin, comme Clémenceau, faisait la guerre, encore la guerre, toujours la guerre. C'est une dimension qui, me semble-t-il, doit être équilibrée avec l'aura pacifique qui entoure évidemment le négociateur de la paix des Pyrénées ou de la paix du Nord en 1660. Certains des carnets de Mazarin auraient tout à fait pu figurer dans l'exposition qui se tient actuellement sur le site François Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France, et ils auraient eu toute leur place au sein de la section Péril. En échangeant avec Laurence Lebras, le commissaire de l'exposition, Laurence disait bien que les manuscrits qui sont présentés dans cette exposition, manuscrits de l'extrême, n'ont rien d'extraordinaire par leur aspect. C'est vraiment le contenu qui fait tout leur intérêt. Et de ce point de vue, le parallèle est assez frappant avec les carnets de Mazarin qui nécessitent, vous venez de le découvrir visuellement et de l'entendre dans le propos d'Olivier, tout un travail d'exégèse en quelque sorte, de décryptage plutôt, pour une mise en lumière. Et donc il s'agit là d'un clin d'œil pour inviter ceux d'entre vous qui n'ont pas vu cette exposition à les compléter d'une certaine façon la découverte de ces manuscrits de l'extrême, à l'instar des carnets de Mazarin. Alors en conclusion, je voudrais revenir sur la notion de trésor. Le cycle des trésors de Richelieu, que je trouve une excellente initiative, pose in fine la question de savoir ce qu'est un trésor. Chacun ici aura sa conception du trésor. Historien, non-historien, curieux, riche ou pauvre, tout le monde a une idée de ce que c'est qu'un trésor. Je ne sais pas si le fait de se poser la question était l'un des objectifs des promoteurs, mais je trouve qu'à chaque conférence, les objets présentés incitent peut-être à redessiner des définitions que finalement on n'a pas envie de voir complètement closes. Le trésor, c'est peut-être évidemment ce que l'on cherche, mais assurément, c'est ce que l'on trouve, et en le cherchant ou sans le chercher. Et je pense que le plus important, c'est de savoir le reconnaître quand on le trouve, et j'espère que les carnets de Mazarin, après ce que nous vous avons dit, pourront passer pour l'un de ces trésors. Je crois que pour qui prend la peine de les lire, et plus encore projette de façon peut-être très inconsciente de les éditer, vous aurez compris qu'il y a une forme de malédiction qui pèse sur l'édition des carnets de Mazarin, puisque aucun de ceux qui l'ont entrepris n'en a vu la fin. Donc j'espère, je parle devant un public qui pourra me prendre à témoin, que j'en verrai la fin à mon tour. Mais ces carnets nous apprennent beaucoup sur une étape finalement assez fondamentale de la prise de décision politique à l'âge moderne, qui intéresse aussi bien les historiens que n'importe quel citoyen à l'heure actuelle. Et à titre personnel, pour avoir beaucoup lu et pas l'intégralité évidemment, mais beaucoup lu d'archives relatives à Mazarin, écrites pour lui, à lui, les carnets restituent l'état d'esprit tour à tour inquiet et déprimé, vigoureux et combatif d'un cardinal que je voudrais que l'on prenne au sérieux. Mazarin est un homme d'État au travail, affairé au gouvernement des hommes et qui fait son métier. Dans ces pages, griffonnées pour lui-même, et maintenant pour l'historien et pour vous, il se révèle peut-être comme il ne l'a jamais fait à ses contemporains. Et nous vous remercions. Je crois qu'il nous reste un petit peu de temps pour échanger. Ah, je vais laisser. Je pense que vous avez convaincu le public qu'il s'agit d'un trésor, parce que rentrer dans la vie d'un cardinal, déjà les trois langues, déjà tout un travail de quel était l'italien de Mazarin, très hispanisé,
très francisé. C'est quand même très intéressant. Déjà, du point de vue linguistique, est un trésor de la langue qu'on parlait. Parce que je pense déjà dans la lettre, il y a tout un travail déjà pseudo-littéraire. Mais là, c'est vraiment, on rentre dans la langue vivante du cardinal. Donc déjà, du point de vue linguistique, est un trésor parce que ça nous permet de rentrer dans l'intimité du cardinal. Donc ça rentre parfaitement dans notre cycle. Donc si vous avez quelques questions, donc on a encore quelques minutes. Si vous parlez au toit, on vous entend, je pense. Non? Je descends aussi. Je voudrais revenir à propos des langues, l'espagnol, l'italien et le français. Il y a quelques années, peut-être 2 ou 3 ans, nous avons eu une très intéressante exposition à la bibliothèque Mazarine, justement, où on montrait que dès le XVIe siècle, à la cour, on parlait l'italien. Donc il n'y a aucune et du temps de Louis XIV encore, bien sûr, et bien sûr l'espagnol aussi. Donc je ne suis pas du tout surpris que les cardets soient dans plusieurs langues. C'est surprenant qu'elle soit dans... Enfin, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est la succession et le vrai basculement de l'italien au français. Effectivement, vous avez raison, la plupart de ceux qui entourent Mazarin comprennent l'italien, même si le XVIIe siècle marque un changement qui se traduit entre autres par la multiplicité des dictionnaires d'italien, ce qui montre qu'on n'apprend plus l'italien dans le cercle familial avec des précepteurs ou par ses parents, mais qu'il y a une forme d'apprentissage, je dirais, professionnel, comme nous pouvons l'apprendre aujourd'hui quand on va à l'école, au collège ou au lycée, alors qu'au XVIe siècle, c'est une deuxième langue en fait de toute l'élite politique. Au XVIIe siècle, ça change encore, mais vous avez raison, la plupart des gens avec lesquels il a affaire, qu'il s'agisse de Condé, qu'il s'agisse des parlementaires, s'ils ne parlent pas l'italien, ils le comprennent volontiers. Mais c'est un moment de changement. Ce qui est intéressant dans les carnets, c'est finalement que, au fur et à mesure de l'insertion de Mazarin dans le jeu politique français, à un moment donné, il bascule complètement ses notations en français, sans que son écriture change. C'est-à-dire que pour lui, à partir de 1647, il est probable que la première intention, quand il parle, s'exprime en français. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne fasse pas des fautes. Et je me suis amusé à lire à haute voix un certain nombre de passages où finalement, avec un petit peu d'accent, si on prononce vraiment les mots qu'il écrit, on est pratiquement dans la caricature que certains auteurs de fiction ou certains acteurs aujourd'hui donnent de Mazarin, en exagérant son italianisme. En fait, il n'y a pas vraiment d'exagération, c'est un peu ce que disait Gennaro. On retrouve cette saveur de l'oralité, parce que Mazarin, dans ses carnets, n'a aucune espèce de réserve ou de précaution à prendre vis-à-vis d'un lecteur, puisqu'il n'y a pas censé avoir un lecteur, un tiers. Il y a quelques notations d'un secrétaire, mais c'est vraiment très peu. C'est vraiment des carnets qu'il s'écrit pour lui-même, ce qui explique les notations à la mine de plomb, ce qui explique que lui seul soit probablement capable de comprendre ce qu'il écrit. Et effectivement, la question de la langue témoigne vraiment à un moment donné d'un basculement psychologique qu'on ne peut pas voir dans la correspondance officielle de Mazarin, puisque quand il écrit ou qu'il fait écrire aux diplomates français, il écrit en français, mais il a effectivement des secrétaires pour ça. Mais on voit effectivement que dans son intimité propre, je ne dis pas qu'il se francise, mais en tout cas dans sa pensée, le français vient plus naturellement sous sa plume. Merci. Oui, une question historique à des spécialistes de Mazarin que vous êtes. Comment expliquez-vous la malédiction de Mazarin dans la mémoire française? Il n'y a pas de boulevard Mazarin, il n'y a pas de station de métro Mazarin, il y a une vague bibliothèque mazarine, mais le personnage a disparu de la mémoire collective quand même. Ah, je ne crois pas, Enfin, il n'est pas célébré dans des rues, dans des boulevards, dans des édifices. Vous avez une rue Mazarine derrière l'Institut, qui est une des plus belles rues de Paris. À Paris, oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas de boulevard Jules Mazarin. Jules Mazarin, non. Mais c'est une question. Je regrette de ne pas avoir fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire vous cherchez à partir de Wikipédia le nombre de rues ou de places intitulées Mazarin. Il a laissé des souvenirs un petit peu partout.
en particulier dans tous les lieux dont il a été le propriétaire, que ce soit Mayenne, que ce soit Rethel, que ce soit l'Alsace, que ce soit Brouage. Mazarin a été, où ses agents ont été présents, un peu aux quatre coins de la France. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément des rues à son nom, mais le fait même que, je crois que la pièce d'Antoine Rau est de 2013 ou 2014, a été jouée à Paris, a connu un immense succès, montre que finalement le personnage a ce côté un peu ambivalent, qu'on aime détester mais qu'on aime adorer. Et vous n'aurez noté que Dumas ne le traite pas très mal. D'Artagnan sert Mazarin. D'Artagnan est fidèle à Mazarin parce que Mazarin incarne... C'est vrai qu'il a des défauts, mais il gouverne. Et donc pour une fois, il faudrait prendre le romancier au sérieux, lui aussi. Mazarin, en plus, c'est un Italien. Or, Dumas adorait l'Italie. Je pense que ça explique aussi qu'il est plutôt, je dirais, épargné Mazarin. Et il ne faut pas oublier une chose, Mazarin, c'est le trait d'union entre Richelieu et Louis XIV, qui sont les deux grandes passions des Français qui ont incarné l'État. Mazarin a certes été confronté à la Fronde, mais il en a finalement été vainqueur. Et d'une certaine manière, Mazarin incarne, alors pour les historiens, une forme de crise de croissance d'un État qui passe du ministériat, à un pouvoir absolu exercé par le chef de l'État qui est le roi. Et Mazarin est un maillon indispensable justement de cette histoire du XVIIe siècle. Et encore une fois, dans l'esprit des gens, il a effectivement un côté que Michelet avait un petit peu brocardé finalement de personnages de la comédie dell'arte. Mais en réalité, tout le travail des historiens, et pour une fois, il a un peu payé au XIXe et au XXe siècle, a été de réhabiliter Mazarin, alors comme un amateur d'art, comme quelqu'un qui finalement... il a réalisé le projet politique de Richelieu. Quand Mazarin arrive au pouvoir, la France recule sur tous les théâtres militaires. La France est incapable de conclure la paix avec l'Espagne, est incapable de s'entendre avec les forces intérieures. Et d'une certaine manière, Mazarin a réellement réalisé ce projet-là. Et il faut reconnaître que si Louis XIV peut imposer un projet absolutiste en 1661, c'est aussi que les choses sont en ordre de marche. Une partie des ministres de Louis XIV, c'est Mazarin qui les a recrutés et sélectionnés. Alors après, ils se sont fait la guerre entre eux. On sait bien ce qui est arrivé à Fouquet. Mais il avait effectivement une certaine, on appellera ça une vista, si vous voulez, politique, qui, d'une certaine manière, font du personnage, encore une fois, un personnage qui n'a pas tout réussi, hein, en particulier à Rome, et c'était des échecs successifs, mais qui a effectivement un rôle plutôt positif, me semble-t-il, en tout cas dans bien des points de l'histoire de France, effectivement. Et dans 2 ans, il y aura la chambre Mazarin visitable et la galerie Mazarine visitable aussi. Donc, ici. Donc une partie du palais sera ouverte au public, à tout public. Donc une partie aussi gratuitement. Donc ça peut-être ça va contribuer à réhabiliter les lieux du cardinal. Et c'est intéressant parce que les Italiens aussi, en fait, ils connaissent Mazarin, non pas par le filtre italien, mais par le filtre français, parce qu'on connaît Mazarin via Dumas. Oui, donc Dumas est universel. Le personnage est rendu populaire, parce que oui. je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui, mais quand j'étais au lycée, on lisait Dumas tout. Et on avait des films, des séries télévisées, etc. Donc le personnage arrive à travers Dumas ou à travers la vulgarisation de Dumas. Le dernier grand hommage qui a été rendu à Mazarin est le choix du prénom de sa fille par un président de la République, et qui connaissait quand même passablement l'histoire de France, c'est le moins qu'on puisse dire. En ce qui concerne Alexandre Dumas, qui évidemment aime bien Mazarin, c'est au moment de sa sympathie pour l'Italie, d'Alexandre Dumas lui-même, et sa sympathie pour Garibaldi en particulier, qu'il a composé 20 ans après le Vicomte de Bragelonne. Le nom Bragelonne apparaît dans ce que vous avez montré des carnets à un moment. Je me demande si c'est là que Dumas a appris. Non, je ne crois pas. Bon. Ni Dumas, ni Marquet. Oui, alors j'ai 2 questions précises sur ce que vous avez montré des carnets. D'une part, le moment où en italien il dit appeler monsieur, monsieur, ou qu'est-ce que ça veut dire chiamar? Chiamar monsieur, tout Paris en parle. Tutto Parigine parle. Chiamar, ça veut dire ici appeler au sens de faire venir. Ah, faire venir, d'accord. C'est pas dénommer, c'est pas appeler quelqu'un d'un nom, c'est chiamar, voilà. Bon, ou richiamar, oui. D'accord, voilà. J'ai compris. Et alors, la deuxième remarque, c'est le mot État, donc quand il est question de la Lorraine.
tâcher de changer la Lorraine avec un autre État en Allemagne. C'est un mot terrible. Et Attendez, je me suis trompé. c'est génial, oui, évidemment. Enfin, du point de vue Oui, d'historien, c'est énorme. Mais État, c'est avec une... alors, sans je l'ai écrit majuscule, mais qu'est-ce que ça veut volontairement sans majuscule. Esta, ici, est à entendre au sens de l'estate anglais, c'est-à-dire en fait un domaine. Alors, évidemment, un domaine politique, donc en effet une principauté ou quelque chose comme ça, mais je l'ai volontairement laissé avec une minuscule, même si le terme d'État, au sens où nous l'entendons, est une réalité dans la langue du XVIIe siècle. Globalement, la cristallisation du Stato italien chez Machiavel se fait en France dans les années 1580, passe dans les traités politiques qui sont traduits à la fin du XVIe siècle, de sorte que les contemporains d'Henri IV et de Louis XIII emploient le terme État comme nous l'entendons. Mais ça ne fait pas disparaître l'utilisation médiévale du terme Esta, qui se prolonge assez longtemps jusqu'au XVIIe siècle, en tout cas sous la plume de Mazarin. Et là, effectivement, il s'agit d'échanger des pièces de terre, en fait, en quelque sorte, équivalentes, alors, à la Lorraine, en nombre d'habitants, en richesse, etc. Voilà. Donc là, effectivement, en une phrase, il règle le sort, il pourrait régler le sort d'un pays, mais c'est un petit peu ce qui se passe quand on négocie à un si haut niveau de responsabilité, qu'on soit à Münster en Westphalie ou qu'on soit à Yalta sur les bords de la mer Noire. C'est un peu la même chose. Une dernière question. Alors, c'est une très bonne question. Le cardinal d'Oreste n'apparaît pas en tant que tel. Il est souvent question dans la partie italienne du carnet, donc au début, de Il Rosso, que Cousin avait déjà identifié comme étant probablement le cardinal de Rais. Actuellement, je serais plutôt partisan effectivement de cette identification. Mais en effet, vous avez raison, il n'est pas si présent, beaucoup moins que Condé et sa sœur, tandis que Retz ne semble pas obséder complètement le cardinal. Il l'obsédera beaucoup plus vers la fin. Je pense que dans les carnets de 1651 que je n'ai pas encore, que je vous ai montré, mais que je n'ai pas encore eu le temps de parcourir à fond, il en sera davantage question, puisque effectivement au cours de l'année 1651, Retz donne toute sa mesure, au point qu'en 1652, Mazarin ne peut faire autrement que de suggérer son nom pour être cardinal. Ce qui est un peu piquant quand on connaît la suite, mais c'est le seul cardinal français qui a été créé à l'époque de Mazarin. Très bien. Merci beaucoup. Mais écoutez, merci pour cette soirée. Donc, je vous donne rendez-vous à la fin de l'année, le 17 décembre, pour la première conférence. Et le cycle va s'échelonner tout au long du premier semestre de 2020, donc jusqu'au mois de mai 2020. Donc, pour le prochain cycle, où vous aurez 11 conférences, manuscrits, estampes, antiques, photos, etc. Bel été.